Bonjour à tout le monde, je vous propose d'explorer la première carte mentale du chapitre sur la physiologie respiratoire qui porte sur l'anatomie du système respiratoire. Voici la carte mentale en question, laquelle comprend 8 branches. La première branche concerne l'anatomie, la deuxième, la ventilation, la troisième, les volumes respiratoires, la quatrième, les échanges gazeux, la cinquième, les transports en dioxygène et dioxyde de carbone, la sixième, la régulation de la respiration, la septième, les effets du tabac, la huitième, le développement embryonnaire. Nous nous intéressons donc à cette première branche qui concerne l'anatomie du système respiratoire. Anatomie que l'on peut décrire de manière générale en utilisant plusieurs critères, soit par exemple le critère anatomique, soit par exemple le critère fonctionnel. Si on se base sur le critère anatomique, on dira que le système respiratoire est constitué par une partie supérieure qui comprend le nez et le pharynx, et une partie inférieure qui comprend le larynx, la trachée, les bronches et les poumons. Sur un critère fonctionnel, on parlera plutôt de zones de conduction qui correspondent aux différentes cavités et conduits respiratoires, et puis des zones de respiration qui vont correspondre en fait aux alvéoles, qui sont les lieux où vont se faire les échanges gazeux. Nous nous intéressons aux différentes parties de ce système respiratoire et commençons par le nez. Le nez a une armature faite d'os et de cartilage, on y trouve aussi des muscles, et le revêtement est de la peau sur la face extérieure et une muqueuse sur la face intérieure. Le nez comprend 2 cavités nasales qui sont séparées par une cloison qu'on appelle le septum nasal, qui est une cloison qui ne présente pas de repli, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cornets nasaux sur le septum nasal. En revanche, sur les parois latérales des cavités nasales, il existe des replis de la muqueuse qui vont former des cornets nasaux qui sont au nombre de 3 et qui contribuent à accroître la surface interne des cavités nasales. Ces cavités nasales, elles s'ouvrent donc sur l'extérieur par les 2 narines et elles s'ouvrent sur le pharynx par les 2 choanes ou 2 coanes. Les cavités nasales reçoivent aussi différents conduits, notamment les conduits lacrymonasaux ou nasolacrymaux, qui proviennent donc des yeux et vont drainer les larmes en direction des cavités nasales. Il y a également les conduits des sinus paranasaux qui débouchent au niveau des cavités nasales, les sinus étant des structures creusées dans les os de la tête, qui ont plusieurs rôles. Parmi ces rôles, il y a notamment la production de monoxyde d'azote qui a une fonction notamment antipathogène et qui va aussi avoir un effet sur la vascularisation des poumons, puisqu'en présence de monoxyde d'azote, les vaisseaux sanguins vont avoir tendance à se dilater, ce qui fait que ce monoxyde d'azote va plutôt faciliter en fait les échanges gazeux. Les cavités nasales comprennent également une région olfactive, une partie de la muqueuse nasale correspond à la muqueuse olfactive. Les fonctions qui sont donc associées au nez sont bien sûr une fonction olfactive, également une fonction vocale puisque les cavités nasales forment des caisses de résonance pour les sons, également une fonction aérienne puisque l'air va être inspiré par le nez et va être également expiré par le nez. L'air qui circule au niveau du nez va être filtré par la présence des poils qui existent au niveau des cavités nasales, mais également par le mucus et encore les cils des cellules de la muqueuse. Le nez va également avoir pour fonction de réchauffer l'air qui circule dans le nez grâce à la présence notamment des capillaires, et il va aussi contribuer à l'humidification de l'air. Après donc le nez, on passe au pharynx qui fait 13 cm de long, qui a une forme un petit peu on va dire en Y inversé. Une extrémité en fait du pharynx part des choanes et l'autre extrémité peut être décrite comme étant bifide avec un côté donc du pharynx qui va déboucher vers le larynx, c'est donc le côté respiratoire, et l'autre côté du Y finalement, qui va déboucher au niveau de l'œsophage, donc côté digestif, et donc cette région s'étend jusqu'au cartilage cricoïde.
La paroi du pharynx est notamment constituée d'une muqueuse avec donc des cellules qui sont également ciliées, comme on l'a dit pour les cavités nasales. Et il y a également des cellules musculaires dans sa paroi qui constituent une musculeuse. Le pharynx est classiquement subdivisé en 3 parties qui sont la partie qui se trouve derrière les cavités nasales, c'est le nasopharynx qui reçoit donc aussi des tuyaux qui proviennent des oreilles moyennes, qui sont ce qu'on appelle anciennement les trompes d'Eustache, qu'on appelle actuellement les trompes auditives. La partie du pharynx qui se trouve finalement, on va dire en arrière de la cavité orale, ça constitue donc l'oropharynx. Et puis la dernière partie du pharynx, qui va notamment déboucher sur le larynx, c'est le laryngopharynx. Le pharynx a plusieurs fonctions qui lui sont associées, une fonction vocale, là encore il s'agit d'une caisse de résonance, une fonction aérienne puisque l'air y circule, une fonction digestive, en tout cas pour la fin du pharynx, où les aliments vont circuler, et une fonction immunitaire, puisqu'il y a des tissus immunitaires qui sont présents au niveau du pharynx et qui vont constituer ce qu'on appelle les tonsilles, avec, par exemple, une paire de tonsilles qu'on appelle les amygdales et une autre qu'on appelle les végétations. Ensuite, on arrive sur le larynx, qui est situé entre le laryngopharynx et la trachée. Le larynx, il est constitué d'éléments musculaires et aussi de cartilage. Nous en avons cité davantage dans le cours, j'en cite que quelques-uns ici. Le cartilage thyroïde, qui est un cartilage impair qui va constituer la pomme d'Adam chez le mâle. L'épiglotte, qui est aussi un cartilage impair qui va former une sorte de couvercle et qui va donc pouvoir bouger, notamment lorsqu'on mange et qu'on avale des aliments, l'épiglotte va se fermer en fait sur le larynx. En fait, ça va fermer les voies respiratoires et éviter que les aliments n'aillent en direction des poumons. Ensuite, on peut évoquer le cricoïde que nous avions mentionné tout à l'heure, qui est un cartilage en forme d'anneau, qui sert aussi de point de repère lorsqu'il est nécessaire de faire une trachéotomie. Et puis, dernier cartilage que j'évoque, qui eux sont des cartilages pairs, qui sont les aryténoïdes, qui sont des cartilages de soutien pour les cordes vocales. Les fonctions associées au larynx, on peut en citer 2, une fonction vocale, avec notamment la présence des cordes vocales, et puis une fonction aérienne, puisque l'air circule au niveau du larynx. En ce qui concerne la trachée, c'est donc un tuyau qui fait 12 cm de long, qui est situé entre le larynx et puis la première division en fait du tuyau qui va constituer les 2 bronches qui sont les bronches principales, une pour le poumon droit, l'autre pour le poumon gauche. La trachée fait 2,5 cm de diamètre, sa paroi est constituée d'une muqueuse. Sa muqueuse comprend donc un épithélium et un conjonctif sous-jacent qu'on appelle le chorion. Au niveau de l'épithélium de la muqueuse, on trouve des cellules ciliées, comme c'était le cas dans les structures décrites précédemment, et puis également, là aussi, des cellules caliciformes qui vont produire un mucus. Les cellules caliciformes et les cellules ciliées, à elles deux, vont constituer ce qu'on appelle un escalator mucociliaire. Le mucus des caliciformes va permettre de piéger les poussières qui sont inhalées, et les cellules ciliées, par le battement des cils, vont faire remonter les poussières qui sont collées dans le mucus en direction des voies digestives, où ces éléments seront digérés. Ensuite, on trouve une sous-muqueuse qu'on peut qualifier de sous-muqueuse glandulaire, puisqu'effectivement les glandes donc, qui correspondent à des invaginations de l'épithélium peuvent s'invaginer jusqu'au niveau de la sous-muqueuse. On trouve aussi au niveau de la trachée des cartilages. Il y a 16 à 20 cartilages qui ont une forme en anneau. Alors ce ne sont pas des anneaux complets, ils sont ouverts. Ils ont donc une forme en C, une forme en fer à cheval. Et l'ouverture se trouve côté œsophage, ce qui en même temps permet une certaine possibilité à l'œsophage de prendre un petit peu d'aisance en empiétant un petit peu sur l'espace de la trachée quand des aliments circulent. Ensuite, dernière structure qui constitue la paroi de la trachée, c'est une adventice. Après la trachée, on trouve donc les bronches.
Alors les bronches, ce sont en fait des subdivisions de ces tuyaux dans lesquels l'air circule. On peut parler donc de conduits qui forment donc tout un tas de ramifications, si bien que quand on regarde l'ensemble des bronches, ça ressemble à un arbre, on parle d'arbre bronchique. La première paire de bronches constitue les bronches principales. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a une qui se destine au poumon droit, l'autre au poumon gauche. Entre ces deux bronches principales existe une région qu'on appelle la carina, qui se trouve donc au niveau de bifurcation de ces deux bronches, qui est une zone qui, lorsqu'elle est touchée, peut déclencher par voie réflexe de la toux. À partir des bronches principales, on trouve des bronches qu'on qualifie de bronches lobaires. Il y en a 3 au niveau du poumon droit, 2 seulement au niveau du poumon gauche. En fait, les bronches lobaires se destinent aux lobes des poumons et il y a 3 lobes dans le poumon droit, 2 lobes seulement dans le poumon gauche. On trouve ensuite des branches segmentaires, il y en a 10 dans chaque poumon. On trouve ensuite des bronchioles. On va commencer à parler de bronchioles à partir du moment où les éléments cartilagineux présents dans la paroi vont disparaître et être remplacés par des éléments musculaires, donc des myocytes. Et on va voir progressivement aussi disparaître au niveau des bronchioles, en même temps que leur calibre devient de plus en plus étroit, on va voir disparaître les cellules ciliées et les cellules caliciformes. Ça veut donc dire que l'escalator mucociliaire va disparaître à ce niveau-là. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus évacuer les poussières qui sont inhalées? Il est toujours possible de les évacuer parce qu'il y a au niveau de ces bronchioles des macrophages qui peuvent phagocyter ces poussières. Ensuite, on va trouver des bronchioles qu'on qualifie de bronchioles terminales, puis ensuite on aura d'autres bronchioles qu'on qualifiera de respiratoires qui vont s'ouvrir dans des conduits alvéolaires qui eux-mêmes s'ouvrent dans des sacs alvéolaires et au final on trouve donc les alvéoles où se font véritablement les échanges gazeux. Nous allons y revenir. Nous pouvons maintenant décrire les poumons. Les poumons se trouvent donc au niveau de la cage thoracique qui est délimitée par des os qui sont les suivants: le sternum sur la face ventrale, le rachis ou la colonne vertébrale sur la face dorsale et les côtes sur les côtés. La cage thoracique est aussi délimitée par des muscles qui sont les intercostaux qui s'insèrent sur les côtes, et puis le diaphragme qui constitue la limite entre la cavité thoracique finalement et la cavité abdomino-pelvienne. Les poumons sont entourés par une séreuse qu'on appelle la plèvre, qui est, comme toute séreuse, constituée par 2 feuillets, qui sont un feuillet dit pariétal et un feuillet dit viscéral. Les 2 feuillets donc sont collés l'un à l'autre. Il y a un espace très restreint, quasi virtuel, entre les deux, qu'on appelle la cavité pleurale, dans laquelle il y a un petit peu de liquide. On peut parler de sérosité pleurale ou bien de liquide pleural, et il y a des replis qui existent aussi au niveau de cette plèvre, ce qui va constituer des récessus. Alors différents troubles peuvent affecter la plèvre. On peut évoquer ce qui se passe quand il y a une inflammation de la plèvre. On va parler de pleurite ou de pleurésie. Il peut y avoir parfois une sécrétion plus importante en fait de sérosité, et il peut aussi y avoir de l'air qui s'installe justement dans cette cavité pleurale, ce qui donne ce qu'on appelle des pneumothorax si c'est de l'air qui est présent dans cette cavité. On parlera d'hémothorax si c'est du sang, d'hydrothorax si c'est de l'eau, de chylothorax si c'est de la lymphe, de pyothorax si c'est du pus. Ce qui se passe en tout cas, c'est que, par exemple, si on prend le cas d'un pneumothorax, s'il y a de l'air qui s'accumule dans cette cavité pleurale, eh bien, les poumons vont avoir tendance à se ratatiner sur eux-mêmes. On parlera dans ce cas-là de collapsus pulmonaire ou encore d'atelectasie alvéolaire. Les poumons ont une forme conique. Leur base repose sur le diaphragme, leur apex dépasse légèrement les clavicules. On trouve également donc une face costale qui va épouser en fait les côtes. Et puis il y a une face qu'on qualifie de face médiale, on l'appelle aussi médiastinale puisque c'est la face des poumons qui regarde en fait le médiastin.
À ce niveau-là, au niveau de la face médiale ou médiastinale des poumons, on trouve une zone qu'on appelle le île. Le île, c'est une structure qu'on rencontre aussi sur d'autres organes. En gros, c'est une structure qui va permettre de raccorder l'organe au reste du corps. Donc au niveau là du île pulmonaire, on va trouver à la fois des bronches, mais aussi des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques ou encore des nerfs. Les poumons sont divisés en lobes, nous l'avons déjà dit, 3 lobes dans le poumon droit, 2 lobes dans le poumon gauche, avec le poumon droit qui est un peu plus volumineux que le gauche. Il est plus volumineux de 10%, tout simplement parce que côté gauche, le cœur prend un petit peu de place et on va observer une structure qu'on appelle l'incisure cardiaque. Les poumons sont aussi divisés en segments bronchopulmonaires qui vont être alimentés en fait en air par des bronches qu'on appelle segmentaires qui sont au nombre de 10. Il y a 10 segments bronchopulmonaires et 10 bronches segmentaires. Ensuite, il y a une autre subdivision qu'on peut identifier au niveau des poumons, c'est ce qu'on appelle les lobules pulmonaires qui vont s'organiser chacun autour d'une bronchiole terminale. On peut dire un mot à présent sur les alvéoles, qui sont des espèces de petites sphères, donc des structures sphériques assez nombreuses, puisqu'elles sont aux alentours de 300 millions, ce qui va faire qu'elles vont constituer une surface assez importante, d'à peu près 70 mètres carrés, qui correspond en fait à la surface au niveau de laquelle les échanges gazeux vont se faire. Leur paroi, ces alvéoles, est constituée par un épithélium simple et sa basale. Au niveau de l'épithélium, on trouve plusieurs types de cellules, des pneumocytes 1, qui sont les cellules au niveau desquelles les échanges gazeux respiratoires vont se faire, également les pneumocytes 2 qui produisent le surfactant, et des cellules immunitaires, donc des macrophagocytes. Nous en avons parlé précédemment, ce sont des cellules qui sont aussi appelées cellules à poussière, donc ce sont des macrophages qui vont pouvoir phagocyter les poussières qui arrivent au niveau des alvéoles. Les alvéoles sont richement irriguées, il y a tout un tas de capillaires sanguins au niveau des alvéoles, c'est compréhensible puisque c'est effectivement à ce niveau-là que les échanges gazeux vont se faire, et les échanges gazeux vont se faire à travers une membrane alvéolo-capillaire qui est très fine, 0,5 micromètres, à travers laquelle le dioxygène présent dans l'air alvéolaire va pouvoir ce dioxygène va traverser cette membrane, va pouvoir se rendre dans le sang. Et le sang qui contient du CO2 va avoir son CO2 qui va traverser cette membrane pour se rendre au niveau des alvéoles. Et il pourra ensuite être expiré. Les poumons reçoivent une vascularisation qu'on peut qualifier de double vascularisation, puisqu'on identifie des éléments de la petite circulation ou circulation pulmonaire et des éléments de la grande circulation ou circulation systémique. On va reprendre un petit peu ces deux circulations pour comprendre pourquoi on parle d'une double vascularisation, puisqu'effectivement, si on part du cœur droit, donc on décrit là la petite circulation, on part du cœur droit, on va se retrouver donc dans le tronc pulmonaire, des artères pulmonaires qui contiennent donc du sang désoxygéné. Ce sang va continuer à circuler, va se retrouver dans des capillaires alvéolaires, donc à proximité des alvéoles. Des poumons, et à ce niveau-là, le sang qui est présent donc dans les capillaires alvéolaires va pouvoir récupérer du dioxygène, il va donc s'oxygéner et va pouvoir éliminer son CO2. Puis le sang va poursuivre son chemin dans des veines pulmonaires qui contiennent donc du sang oxygéné, et il va regagner ensuite l'oreillette gauche. Donc la petite circulation va permettre finalement l'oxygénation du sang. Par contre, la circulation systémique ou la grande circulation que l'on trouve au niveau des poumons va permettre d'amener au tissu des poumons du dioxygène. Donc là aussi, si on reprend le chemin, on part du ventricule gauche, à partir duquel on va avoir l'aorte, différentes ramifications. On va trouver donc les artères bronchiques qui contiennent là du sang oxygéné. Ce sang va circuler dans des tuyaux de plus en plus étroits jusqu'à se retrouver dans des capillaires bronchiques
où là, il va pouvoir y avoir des échanges entre justement le sang présent dans ces capillaires bronchiques et les tissus des poumons, notamment la paroi des bronches, qui vont pouvoir récupérer du dioxygène que le sang va leur céder, et en même temps, les parois des bronches, les tissus donc des bronches, vont pouvoir évacuer en fait le CO2 qui est donc récupéré par le sang. Le sang qui va continuer son chemin, qui va se retrouver dans des veines bronchiques, qui contiennent donc du sang désoxygéné, et ensuite le sang arrivera au niveau de l'oreillette droite. Concernant l'innervation des poumons, cette innervation est à la fois sensorielle et motrice, donc on peut parler d'afférence sensorielle. Il y a tout un tas de récepteurs sensoriels au niveau des poumons, en particulier des bronches, qui vont ramener différents signaux vers le système nerveux central, signaux qui vont être ramenés par le nerf 10, le pneumogastrique ou vague. Et en même temps, il peut y avoir aussi une action motrice sur les poumons, essentiellement les bronches, qui vont voir leur diamètre qui va pouvoir varier avec les deux efférences du système nerveux autonome que vous connaissez, les efférences parasympathiques et les efférences orthosympathiques. Les efférences parasympathiques qui sont véhiculées par le nerf 10, à nouveau le vague ou pneumogastrique, ces efférences parasympathiques vont libérer de l'acétylcholine vers les bronches, ce qui entraînera une bronchoconstriction. Les efférences motrices orthosympathiques vont au contraire, elles, entraîner une bronchodilatation, ce qui va se faire par des substances qui sont la noradrénaline et l'adrénaline. Je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de cette carte.